Les tontons du mondial, Emmanuel Galasso. Vous écoutez les tontons du mondial sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 21h comme tous les soirs et on est ravis de vous accompagner pendant cette Coupe du Monde. Alors ce soir évidemment on va se plonger dans ce France-Norvège. On va y aller tranquillement. La coup d'envoi dans 58 minutes. Match déterminant pour les Bleus. C'est un peu la finale du groupe I face à la Norvège. Mais avant que je vous donne le programme, le menu, il y a une petite tradition quand même dans cette émission. C'est le tour de table des tontons qui sont présents ce soir. Éric Blanc, chroniqueur sportif et tonton déjà légendaire. Bonsoir Éric Blanc. Bonsoir les sniffeurs du ballon. Voilà, il est à la hauteur de sa réputation. François Manardo, ancien chef de presse des Bleus, est également présent. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Le t-shirt saillant, François. On montre qu'on est prêt pour cet été. Quand tu auras mon âge, on en reparlera du t-shirt saillant. C'est tout ce que je me souhaite. Et Canto, chroniqueur et commentateur, est avec nous. Bonsoir Canto. Bien le bonsoir, très heureux d'être là. Merci à toi. Alors normalement le tour de table des tontons s'arrête là, mais ce soir on a un invité exceptionnel qui est avec nous autour de la table. Pierre Lescure nous a fait la joie d'accepter notre invitation. Bonsoir Pierre. Emmanuel, chers amis, bonsoir. Chroniqueur. Ça me fait vraiment plaisir. Chroniqueur dans l'émission C'est à vous sur France 5, présentateur de l'émission Le Beau Geste sur France 2. Merci vraiment, bienvenue chez les tontons. Voilà, comme ça une première impression. J'ai l'âge d'être tonton. Grand tonton peut-être. Mais c'est un bonheur de vous avoir parmi nous Pierre. Et j'espère que vous êtes chaud. 3 tontons Pierre, parce que là ça va être cardio ce soir au menu. Le penalty de Canto pour terminer l'émission comme le veut la tradition. Et je crois que c'est un coup de gueule contre les meilleurs troisièmes Canto. Exactement, j'avais parlé du cooling break la semaine dernière. Je me suis dit que cette fois-ci j'allais m'attaquer à une autre partie que je déteste. C'est ces fameuses troisième places qui finalement ne récompensent pas le football mais plutôt l'aspect stratégique. Et j'aime pas trop ça, j'expliquerai tout à l'heure. Et d'ailleurs le Sénégal sera concerné par ce potentiel meilleur troisième. Et tu nous en diras un mot tout à l'heure. Et évidemment le reste de l'émission on va monter tranquillement en température vers ce France-Norvège. La pause fraîcheur évidemment ce sera la compo, la tactique. On vous dira la composition de ce soir. Il y a du changement, beaucoup de changements du côté des Bleus. 4 changements annoncés, on vous dira lesquels. Mais aussi du côté de la Norvège, ça vient de tomber. Haaland, Odegaard et autres ne seront pas présents. On se pose la question finalement, parce que cette première place, c'est la victoire pour la première place qui est quand même importante. Est-ce que c'est logique cette rotation ou est-ce que c'est inconscient de la part du staff des Bleus de prendre un petit peu à la légère cette rencontre face aux Norvégiens? Et le coup d'envoi, le grand débat de ce soir, sommes-nous trop confiants face à ces Norvégiens? Parce que finalement cette compo raconte aussi un petit peu ça. Est-ce qu'on arrive trop confiant? On vous posera la question, les tontons s'exprimeront et c'est aussi le sondage qu'on vous invite à réagir sur tous les réseaux sociaux Sud Radio. Vous avez le sommaire des tontons du mondial. Tout de suite, on se met en jambe avec quelques petites foulées. Les tontons du mondial, l'échauffement. Alors on va s'échauffer tranquillement, un petit pas de côté. L'idée c'est de pas se blesser. Moi je viens de passer le cap des 30 ans. Je sais combien l'échauffement peut être important. Vous faites beaucoup plus. Ah merci monsieur Manardo. Beaucoup plus. J'ai encore des cheveux, j'ai cette chance là. Mais ça n'a rien à voir. Ça c'est de la testostérone, je vous expliquerai. Bon, avant tout on va y aller doucement, mais on a un invité exceptionnel, je le disais ce soir, Pierre Lescure. Pierre, comment vous vivez ce début de mondial? Est-ce que vous êtes emballé globalement par ce début de compétition? En tout cas, je suis heureux. Oui. Je suis heureux parce qu'on a quand même vu, il y a au moins 5-6 équipes qui sont très intéressantes et plus ça va aller, plus ça va être intéressant. J'étais un peu méfiant, un peu hésitant au début. Il y a trop d'équipes, trop d'incertitudes et je trouve que très vite, la vérité du terrain a commencé à se montrer. Pierre, vous avez pas l'air d'accord, François? Alors, ça dépend des sessions nocturnes. Qu'on s'accorde ou pas, Pierre. Moi, je trouve que ça c'est pas mal. Après, on aurait réellement pu se passer de 48 équipes. Le format 32 était idéal. Pierre, votre invitation, elle n'est pas anodine non plus parce que vous avez fait un pont intéressant. Après avoir fondé Canal en 1984, vous êtes devenu, en 91, 7 ans plus tard, président du PSG, 11 ans de présidence. Alors, question très simple, comment on fait le pont entre le milieu des médias et celui du foot? Comment ça s'est passé pour vous? En fait, vous savez, je vais vous raconter 14-18, mais à l'époque, le PSG est quasiment en faillite et risque de descendre. Ouais. Et c'est le maire de Paris, qui s'appelait à l'époque Jacques Chirac, qui a pris contact avec Canal en nous demandant si on pouvait être intéressé de mettre de l'argent, voire de prendre en charge le club. Ouais. C'était une drôle de question parce qu'on avait 25% des abonnés de Canal qui étaient vraiment à la fois parisiens, au sens Grand Paris, et supporters de Paris. Donc il y avait 75% des abonnés qui allaient se dire vous êtes bien gentil, mais c'est avec mon blé que vous allez soutenir ces parigots tête de veau. Donc, et je suis poli. Donc on a beaucoup hésité, mais en même temps à l'époque vous n'aviez pas encore Lyon. Vous n'aviez plus tout à fait Bordeaux. Il n'y avait pas encore toutes les équipes, et même pas Auxerre. Et Monaco, c'est
même quand C'est fin Monaco des jouait années très 90 bien, plutôt, Monaco. oui, absolument. Puis Monaco, c'est pas non plus épique. Donc Non. il y avait avec Marseille. C'est vrai. Marseille de tapis. Donc on pouvait pas, nous, alors que le foot était essentiel, il fallait qu'il y ait de la compète. Donc on a dit oui. Et on y est allé. Oui. François. Moi, j'avais une question, Pierre, qui me démange et faire une petite digression par rapport à la Coupe du Monde. Vous avez été donc le patron de Canal et du PSG, comme Manu l'a si bien rappelé. Le vrai patron à l'époque étant Michel Denisot sur le PSG. Mais quel regard aujourd'hui vous portez sur ce que moi je vais vous surprendre, je vais pas vous surprendre, pardon, la déliquescence des droits télé en France, puisque Canal non seulement a été patron du Paris Saint-Germain, mais a été la première chaîne de télévision qui a réellement diffusé le championnat de France et qui en a fait un produit tel qu'on l'a tous connu. La déliquescence, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion, je pense. On s'est vu trop beau. Les montages commerciaux qui ont été faits pour commercialiser avec la Ligue les droits ont fait qu'il y a eu un moment où on a trop promis et personne n'a pu tenir. Donc du coup, je comprends la position de Canal qui un beau jour a dit je ne joue plus ce jeu-là. Les autres ne pouvaient pas être à la mesure de l'investissement de Canal. Éric Blanc. Oui, il y a eu Vincent Labrune, qui était le président qui avait promis ce fameux milliard. Il y a eu beaucoup de tentatives, des sociétés sont venues reprendre le football et malheureusement Mediapro a fait faillite. Peut-être qu'on demandait trop d'argent. Canal a arrêté pour des raisons personnelles, en tout cas, si j'ai bien compris, Saada était pas en phase avec Labrune. Ils se sont mis du côté de la Ligue des Champions. Ils sortent un budget, ils sortent 480 millions au l'avant-dernier contrat, un peu à la baisse, soi-disant 450 pour avoir autant de matchs. Voilà, et la France, malheureusement, a tout perdu puisque les autres pays, et malgré le piratage, que moi j'ai défendu les télés pour payer. On va me dire, je suis pas populiste, je dis, on dit que c'est cher, 19 €. Moi, je prends l'inverse. Je dis que c'est cadeau. Je me fais insulter, mais je m'en fous. Tu vois, une 20-25 matchs par mois. Une place de ciné, c'est 15-20 €. Oui. Et on dit que c'est trop cher. Et on loue le piratage. Et alors, le piratage, pourquoi il est plus gênant en France qu'en Italie, qu'en Allemagne, qu'en Espagne, parce qu'ils ont le même souci, ces gens-là. Et ils ont réussi quand même à augmenter leurs droits télé. Alors bien sûr, ils ont des grands clubs, des grandes stars, mais comment on peut s'effondrer à ce point-là ou lutter plus efficacement contre le piratage? C'est un vaste débat, c'est un gros problème en effet. Alors vous allez me dire, je défends les cols blancs, tu vas me dire, je défends les PDG, mais moi, je suis quand même actionnaire d'une société. Demain, j'ai pas les mêmes règles que les mecs d'en face et on triche et on fait ci, on fait ça. Tu te retrouves à déposer le bilan. Alors, petite question rapide. Mais Maxime Saada avait raison, il a fait un sacré pari gagnant. C'est pari gagnant. C'est pari gagnant parce que la Ligue des Champions représente ce qu'elle a représenté depuis 3 ans. Ouais, aujourd'hui, la position de Canal, Pierre, elle est quand même assez ambiguë. On sent qu'ils restent on va dire, sur le qui-vive. Ils sont prêts quand même à surgir pour reprendre la Ligue 1. J'espère bien qu'ils vont revenir. Franchement. J'ai plus aucun intérêt dans Canal, sinon je suis abonné. Facile de vous poser la question. Ils ont accepté, mais ça a été refusé, d'être un distributeur, avec le listing qu'ils ont des abonnés, mais Labrune ou pas Labrune, c'était Monsieur Taverneau qui a dit, comme on est en procès avec vous, parce que avec Canal, quand je dis avec vous, pour moi vous faites toujours partie de Canal, mais bon, et donc ils sont en procès, ils ne peuvent pas s'appuyer sur la base de données des abonnés de Canal, ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y aura un appel d'air. Mais maintenant que Nicolas Taverneau va revenir dans le championnat avec le Stade Rennais, il va peut-être être pour. Quanto, d'un mot. Non, c'est intéressant ce que vient de dire Eric par rapport à cette augmentation des droits télé qui arrivent à l'étranger. Après, à l'étranger, on n'a pas les mêmes conditions qu'en France. Il faut le rappeler. Il y a des partenariats historiques en Angleterre, en Allemagne avec Sky Sport par exemple. Mais les chaînes, par contre, ont la possibilité de faire tout ce qu'elles veulent avec les clubs. Et ça, il faut le souligner. J'ai commenté l'année dernière pour DAZN la Ligue 1 et à chaque fois qu'on allait aux réunions, les H90, etc., on demande à chaque fois à un représentant du club en termes de communication ou peu importe, est-ce qu'on a accès au vestiaire, est-ce qu'on a accès à tel joueur, à tel entraîneur? À chaque fois, la réponse était catégorique. C'était non, non, non. Donc, comment veut-on essayer de rendre un produit encore plus attractif que ce qu'il est déjà, outre le foot, mais raconter une histoire sur l'histoire des joueurs, l'histoire du club, si le club et les clubs en général ferment la porte de manière totale? Voilà. C'est strictement impossible, alors qu'en Allemagne,
Et à contrario, on peut avoir un joueur en interview un mardi soir, un mercredi matin, peu importe. Mais pire que ça, les clubs français, quand ils sont dans les coupes d'Europe, ils acceptent. On est dans l'ambiance des tontons, vous l'entendez, ça se coupe la parole, c'est pas d'accord, c'est ce qu'on aime. Ce soir, invité spécial, et on le remercie encore d'être présent. Pierre Lescure est avec nous. Mais il est content en plus. Et il est heureux, c'est magnifique. Moi, si tout le monde est content, je suis heureux. C'est une belle tablée qu'on a ce soir. Donc, coup d'envoi dans un instant, les Bleus qui affrontent la Norvège ce soir à 21h. Match déterminant, on l'a dit, pour la première place de ce groupe I. Et la question qu'on vous pose, elle est simple, mais je pense qu'elle va pas vous mettre d'accord. Sommes-nous trop confiants avant ce France-Norvège? À tout de suite dans les tontons du mondial. 20h-21h, les tontons du mondial. De retour dans les tontons du mondial avec nos tontons magnifiques. Éric Blanc, François Manardo, Canto et je le rappelle, notre invité exceptionnel ce soir, Pierre Lescure, qui nous fait l'amitié d'être présent. Mais vous dites plus exceptionnel, d'accord? Je dis plus exceptionnel. Il y a un mot qui peut vous plaire, Pierre? Non, ça va, votre invité. Notre invité, pas du tout, magnifique. Pierre Lescure, notre invité, tout simplement notre invité, qui nous fait quand même la joie d'être là. Vous permettez que je dise la joie? Parce que je suis heureux. Oui. Moi, je suis heureux, je le dis. Et notre débat ce soir, sommes-nous trop confiants face à la Norvège? C'est le moment du coup d'envoi. Les tontons du mondial. Le coup d'envoi. Et ouais, ce France-Norvège, c'est un petit peu la finale de ce groupe I. Les deux équipes sont à 6 points. Goal average en faveur des Bleus, c'est ce qui fait qu'ils sont premiers. Et comme match nul leur serait favorable. Mais jusqu'à présent, les Norvégiens, comme les Français, font un sans faute. Question simple, est-ce que nos Bleus n'arrivent pas un peu trop confiants? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, avant le France-Sénégal, il y avait beaucoup de précautions. On disait attention, il faut se méfier des Sénégalais. Eric, on avait fait une émission ensemble. Tout le monde était assez apeuré par le Sénégal. Et là, j'ai l'impression que dans le discours, que ce soit des joueurs, du staff ou même des médias, il y a une sorte de sérénité qui s'installe. Donc, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas un peu trop confiant avant ce France-Norvège? Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'il y a un peu trop de confiance? Est-ce qu'il faut se méfier de ça, selon vous? Je ne sais pas s'il faut se méfier, mais c'est vrai qu'un nul suffit. Oui. Avec le goal average qu'on sait. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent se montrer un peu plus confiants qu'ils ne l'étaient avant le Sénégal, où on avait tous plein de mauvais souvenirs, puisque même si tout le monde avait changé et que c'était plus les mêmes temps. Donc là, non, je les trouve pas trop confiants. Il y a plus de certitude, peut-être. Plus de confiance. Même s'il reste encore des points qu'on a envie de voir éclaircir. Canto. Non, on n'est pas trop confiant. On a raison de l'être. On est champion du monde et vice-champion du monde en titre. On est une des meilleures équipes du monde, que ce soit sur le papier ou historiquement sur les dernières éditions de la Coupe du Monde. La Norvège, on leur a toujours reproché d'avoir Odegaard, Haaland, mais à côté de ne pas être vraiment accompagnés. Là, ils ont fait une belle campagne de qualification. Ils ont fait une belle entrée en la matière. Mais néanmoins, moi, j'oublie pas que contre l'Irak, ils ont eu des moments où ils ont été bousculés. Contre le Sénégal, ça a été exactement la même chose. Donc pour moi, la Norvège, c'est une équipe qu'il faut pas prendre par-dessus la jambe. Il faut pas les sous-estimer. Mais là, aujourd'hui, si on a peur de Torsveit, de Hamsgaard et de Berg dans un duel au milieu de terrain, arrêtons de croire que la France va être championne du monde. Si on commence à avoir peur de la Norvège, on arrête d'être ambitieux pour cette équipe de France, et puis on considère que c'est une équipe de seconde zone. Il y a une différence entre avoir peur et être trop confiant. Et c'est là que tu peux être confiant, là, François, quand même, contre la Norvège, une Norvège qui fait tourner en plus. Tu dois toujours être confiant, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, tu dois être confiant. Après, faut pas être dans l'excès et commencer à. Toi, François, tu vois un excès de confiance, tu sens le début de quelque chose ou pas? Et en plus, on en a parlé dans l'émission avant-hier, malheureusement, ce qui touche le sélectionneur va donner. Non pas un supplément d'âme, je pense qu'ils en ont assez comme ça, mais une volonté supplémentaire pour ce troisième match à ces joueurs de rendre quelque chose au sélectionneur qui est absent, qui va les regarder à distance. Donc on n'est pas dans j'ai plus de confiance ou j'en ai moins. Ils savent ce qu'ils doivent faire, et en plus de ça, émotionnellement, il y a une charge différente pour eux. Ok, Eric, plutôt d'accord avec Blanc, plutôt d'accord avec ce qui se dit. Bon, Pierre l'a dit, déjà un match nul, ça te permet de rester premier. Moi, après, c'est pas la signature de la Maison des Champs d'être confiant. Il n'est pas là, mais il est là, d'accord, par Stéphane et puis par ce qui peut passer comme message. Ce qui est bien d'être premier, c'est surtout vous restez sur la côte Est. Oui. Et vous avez quand même au niveau de la logistique moins de voyages à faire si vous basculiez second et vous partez. En plus, vous changez de tableau, vous prenez les 3000 contre 10 000 kilomètres. Oui, mais c'est énorme, on le sait, la taxe carbone élevée, mais vous passez le Brésil, là, c'est l'Allemagne en 8e. Moi, pour revenir, c'est la composition d'équipe, pour moi, c'est les titulaires. Les 4 devant, c'est les X-Men. On va y revenir dans la pause fraîcheur sur la composition d'équipe. Il y a rien, il y a pas un changement. Donc ça veut dire qu'ils sont méfiants, mais ils veulent absolument gagner, marquer leur territoire. Le glouton Mbappé a envie de marquer des buts. Il est en haut de la chaîne alimentaire, comme je dis. Il a toujours faim, même quand il sort du déjeuner, et qu'il a, voilà. Donc c'est un mec qui lâche jamais l'affaire.
Donc qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tu vois bien que c'est un compétiteur hors pair. Et c'est ton capitaine, hein? Oui. C'est ton capitaine. Donc non, mais forcément, je le t'as envie dis, de le suivre. c'est le croque-mort des défenses adverses. Voilà, c'est une réalité. Il y a quand même... Après, moi, c'est pas mon joueur fétiche, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, j'aime les petits, tic-tac, tac-tac. Je suis espagnol, argentin. Donc, t'as vu voir Cherki titulaire, en fait, ce soir. J'ai Modric, non, mais j'en veux en citer d'autres. Mais moi, pour moi, c'est un athlète. Il va très vite, il accélère, il a de la technique, il a de la vision. C'est un très grand joueur, mais c'est pas mon joueur, moi, que j'adore absolument. Donc tu veux voir Cherki? Bah moi je veux voir un joueur de futsal. Je veux voir un joueur de futsal sur le terrain. Et puis je veux voir aussi le retour d'un joueur que j'adore, c'est Dembélé. Simplement, il me fait penser à un mec qui est à l'hôpital, dans le mauvais service et au mauvais étage. Donc bon, voilà, Pierre Lescure, je vous présente Eric Blanc. Si vous ne connaissez pas, voilà à quel phlorilège de phrases on est habitué. Ouais, mais c'est assez joli ces formules. Pierre, est-ce qu'il y a un joueur qui vous plaît en équipe de France particulièrement? C'est qui votre joueur fétiche? On parlait d'Mbappé ou autre. C'est qui le joueur qui peut faire la différence ou qui a peut-être cette petite... Je vais pas être très original. Le joueur qui me fait plaisir devant son épanouissement, c'est Olysée. Je me souviens quand aux Jeux Olympiques, je me suis retrouvé place Saint-Sulpice dans une fan zone devant l'église. Je découvre le premier match des Bleus de l'Olympique avec Olysée, et je sais pas parce qu'on était devant Saint-Sulpice, mais il y avait de la grâce, et de voir comment elle se déploie à la fois en club et maintenant en équipe de France, c'est peut-être ça aussi qui va filer des munitions et un duo qui va performer avec Dembélé. Ouais. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on le dira après, il y a quand même un trio assez naturel qui se met en place, Dembélé, Olysée, Mbappé. Vous vous rendez compte ce qu'on a? On l'a vu quand même sur le dernier match, Dembélé qui s'est un peu greffé au duo. Pour l'instant, on n'a pas de quatuor, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce trio-là, et Olysée, ça peut être, je sais pas ce que t'en penses François, ça peut être ce joueur qui valorise même les deux autres. Dembélé et Mbappé, peut-être le plus important du trio, c'est lui aujourd'hui. Ouais, je vais évidemment pas être original, moi aussi, en disant que... Alors, j'étais pas à l'église Saint-Sulpice, mais pendant les Jeux Olympiques et après, avec le Bayern, moi, je découvre un joueur qui a des qualités que, dans ma génération, j'ai vu chez un numéro 10, Michel Platini, et puis un autre numéro 10 qu'on connaît évidemment, Zinedine Zidane. Tu mets un trio Platini, Zidane, je trouve qu'on va avoir le juge de paix avec cette Coupe du Monde, mais je trouve que ce joueur, comme l'avait dit Thierry Henry en 2024 pendant les Jeux à Paris, vous n'êtes pas au début d'être surpris par le potentiel incroyable de ce joueur, et ce potentiel, pour le coup, c'est pas une mise. Il est en train vraiment de le confirmer, et sur cette Coupe du Monde, on va le voir, et tous les adversaires vont s'en rendre compte, que ça dure le plus longtemps possible, évidemment. Vous écoutez les Tontons du Mondial, je le rappelle, émission à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Alors je reviens à la charge, les amis, parce que je vous sens pas très inquiet par la surconfiance des Français. Je vous pose juste une question. Cette équipe de la Norvège, finalement, comparée au Sénégal et à l'Irak, est-ce que c'est pas celle qui peut nous poser le plus de problèmes? Parce qu'elle joue bloc médian, c'est la meilleure attaque, hein. Je rappelle, ils ont mis 4-1 face à l'Irak et 3-2 face au Sénégal. C'est vrai que le Sénégal, on était tous très inquiets. Le Sénégal nous a posé une grosse opposition en première mi-temps, on a gagné en seconde. Et là, on joue face à une équipe qui a tapé le Sénégal, qui a tapé l'Irak, en étant un peu en difficulté en première mi-temps, c'est vrai, face à l'Irak. Mais je vous trouve particulièrement serein. Une équipe dont le point fort est l'attaque, sachant que nous, notre point faible, c'est la défense. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons quand même de se dire, bon, on va peut-être jouer le nul et assurer la première place et peut-être pas avoir trop d'ambition, Kanto? Non, parce que tu es en train de me parler d'une équipe qui n'est pas l'équipe qui est alignée ce soir. Donc là, tu es en train de me parler d'une autre équipe, puisque les 11 titulaires de la compétition, on en a 10 qui sont sur le banc ce soir. Donc en fait, on peut pas craindre une équipe norvégienne avec 11 titulaires qui ne sont pas les 11 titulaires qui seront là ce soir. Donc sur le papier, évidemment que la Norvège est une belle équipe, parce qu'on le voit, il y a Sorloth, il y a du Erling Haaland, il y a du Odegaard. Maintenant, quasiment à toutes les lignes, ils ont des joueurs qui s'exportent de plus en plus dans les divers clubs européens, là où à l'époque, on avait une équipe norvégienne avec beaucoup de joueurs qui restaient essentiellement au pays, qui avaient peut-être un petit peu plus de mal de jouer dans d'autres conditions quand ils venaient jouer sur les pelouses européennes et mondiales. Maintenant, cette équipe norvégienne, elle a certes montré de belles choses, mais comme on dit, on peut pas avoir de référence. On peut avoir évidemment des remplaçants qui se battent pour aller chercher une place de titulaire ou pour avoir un petit peu plus de temps de jeu derrière en 16e de finale. C'est ça le principal enjeu pour les Norvégiens. Mais même les Norvégiens, aujourd'hui, ça se voit à travers la décision du sélectionneur. Est-ce qu'ils ont envie de le gagner, ce match-là? Moi, j'en suis pas sûr. On s'est posé la question dans tous les médias français. Est-ce que la France doit gagner le match? Moi, la réponse, elle est claire. Évidemment, on est en Coupe du Monde, on se doit de gagner 100% des matchs. Le débat ne se pose pas. Mais les Norvégiens,
Aujourd'hui, ils sont deuxième derrière la France. Ils se contentent d'être deuxième parce que ça n'est que la Norvège, c'est ça l'idée. Si vous voulez à tout prix aller chercher cette première place, il aurait titularisé ses 11 titulaires, le sélectionneur norvégien. Le problème étant que aujourd'hui ils sont qualifiés en 16e de finale. François a soulevé les arguments tout à l'heure qui sont que une Coupe du Monde c'est épuisant, éprouvant. On voit que il y a des conditions de chaleur et d'humidité qui sont assez drastiques pour les joueurs et naturellement tu fais reposer ces joueurs-là sur un match qui n'a pas un enjeu particulier et encore moins avec ces fameux troisièmes qui sont qualifiés. Donc à partir du moment où la Norvège a fait ce parcours-là, ils sont maintenant à l'abri et moi je suis pas sûr qu'on a une Norvège qui est très ambitieuse ce soir pour affronter la France. Excusez-moi, je suis peut-être un peu sentimental, mais Norvège première Coupe du Monde depuis 98, est-ce que c'est normal qu'il la joue petit bras et qu'il se contente de la deuxième place avec petit bras, du monde, non, mais petit bras, ils l'ont pas joué. Ils ont fait 2 matchs de victoire. Ils sont à égalité. Moi, après, je te rejoins. Où tu vas t'arracher, tu mets tes meilleurs, tu risques des blessures, mais t'as un 16e de finale. Et s'ils le passent, ils sont en 8e et ils ont déjà réussi leur Coupe du Monde. Le Cibor, il joue pas. Donc, c'est quand même un signal, même si, comme tu dis, il y a des remplaçants qui vont tenter de devenir, pourquoi pas, des titulaires dans la compétition avec des blessures. Mais aujourd'hui, non. Moi, je serais coach, je ferais la même chose. Ça veut pas dire que je dis aux joueurs qui sont là, je dis prenez du plaisir, prenez votre chance, jouez. Vous savez qu'il y a des titulaires. Ok, l'avancant de Storlot ou un autre que je mets à la place d'Haaland, tu prendras pas sa place. Bon, je vais pas te mentir. Mais vas-y, montre-moi, fais-toi plaisir, engage-toi. Il y a les 35 000 rameurs là avec l'euro. Bon, voilà. Donc ça va pas être du billard. Hein. Ce match-là, les Français, il va falloir qu'ils se décarcassent et qu'ils aillent vraiment aller la chercher. On verra d'ailleurs si on monte un peu en puissance, si on est capable de maîtriser la partie plus longtemps que prévu. Parce que moi, j'en suis pas sûr. On peut tomber sur une défense quand même qui nous pose des problèmes. Allez, je crois vraiment que j'ai envie de voir une Norvège forte ce soir pour voir un peu plus la défense française et le milieu défensif. Allez, dans un instant, on va vous donner le 11 de départ, la compo officielle des Bleus et également celle de la Norvège. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du changement des deux côtés. Il y a du remous. Alors, selon vous, est-ce que la stratégie de bouger autant les joueurs, elle est logique? Elle répond à une certaine logique de rotation, de faire respirer certains joueurs? Ou est-ce que c'est un peu inconscient quand on sait que la première place est en jeu? C'est la question qu'on vous pose. On vous en parle tout de suite sur Sud Radio dans les Tontons du Mondial. 20h-21h, les Tontons du Mondial. Emmanuel Galasso. Vous écoutez les Tontons du Mondial sur Sud Radio, avec autour de moi évidemment les Tontons, Éric Blanc, François Manardo-Canto et notre invité Pierre Lescure. Voilà, notre invité qui nous fait la joie d'être ici, Pierre. Merci Emmanuel. On a la compo des Bleus qui vient de tomber. On a 30 minutes. 30 minutes du coup d'envoi. La composition vient de tomber. Donc c'est la pause fraîcheur. Tout de suite, la compo. Les Tontons du Mondial, la pause fraîcheur. Alors messieurs, je vous donne la compo. Écoutez-moi bien. Gardien, Mike Maignan. Défense, Koundé, Lacroix, Upamecano, Théo Hernandez. Au milieu, Tchouaméni, Koné. En attaque, Dembélé, Olysée, Doué. Et Mbappé en pointe. Donc 4 changements quand même par rapport aux 11 qui avaient débuté face à l'Irak. La question que je vous pose, elle est très simple. Est-ce que c'est logique de faire tourner cette équipe pour faire respirer un petit peu ceux qui sont en surchauffe par rapport à la saison qui vient de s'écouler? Ou est-ce que c'est inconscient quand on approche un match qui a quand même un enjeu important qui est celui de la première place? Éric Blanc. C'est pas que tu me surprends avec cette question, mais moi je trouve qu'elle se pose pas parce que on a que des titulaires à part Lacroix. Pour moi, Doué, Barcola, il fait l'aller-retour, il est titulaire. Devant, t'as les 4 X-Men. D'ailleurs, l'attaque française, ça me fait penser à un plateau roulant japonais, c'est copieux. Il y a du choix et t'as 3 mecs qui jouent jamais. Cherki, Akliouche, le fils Thuram est rentré 1 minute sous la pluie. Il aurait pu prendre son savon et se doucher. Mais bon, tout ça entre nous, c'est que t'as quand même du monde. Moi, tu me connais, j'adore Koné à la place de Rabiot, tu fais souffler. Mais c'est un choix, Eric, quand même. Rabiot qui a été le meilleur joueur. Mais c'est la même chose, mais non, mais les 3 là, c'est la même chose. Et puis Théo ou Digne, tu sais pas que, comme je dis ici, crêpe Suzette, un coup à l'endroit, à l'envers, donc tu verras bien. Saliba, il a mal au dos, tu veux pas qu'il termine chez le chiropracteur ou à la salpêtrière. Donc bon, t'es obligé d'envoyer Lacroix, qui a été très bon jusqu'à maintenant. Celui qui pleure, c'est Konaté, il joue jamais, il jouera peut-être très peu. Oui, c'est Konaté. Après Koundé, on le maintient. Ça veut dire que les autres sont pas brillants. On peut même se poser la question pourquoi Zahir Emery, il a été pris par Deschamps. Oui, mais pourquoi pas, mais il a été pris 5e milieu et là il est vraiment 5e, il joue pratiquement pas. Je pense que ce soir il rentrera. Je te mets un billet, je t'offre. Au milieu ou en défense? Parce qu'il peut jouer défenseur droit. Je sais pas. Koundé, il le fera sortir ou peut-être un milieu, mais il rentrera. Il faut le faire galoper ce gamin.
Il va se rouiller sinon. Mais regarde, on dirait que tu m'engueules. Je choisis pas. Tout ça pour dire, monsieur. Tout ça pour dire que c'est le plateau japonais. ta question tombe à l'eau pour moi, Manu. Ouais, parce que, tout ça pour dire que tu racontes des saucisses. mais non, mais parce que c'est toi. une équipe de titans. Mais Eric, on peut ne pas être d'accord. Ah, mais on n'est pas Toi, d'accord. tu peux me dire, On fais peut peur lâcher à le la micro, France. surtout. Non, mais fais peur à la France à 20h35. Les mecs vont arrêter de bouffer, ils vont être tétanisés. La France, ça attendre peut- une François, demi-heure. on arrive à cette Coupe du Monde, on n'a pas un 11, on a l'impression qu'on a un 17 aujourd'hui. On a 17 joueurs qui se valent. J'ai combien de temps, moi, pour répondre Tu me le fais en 30 secondes, c'est très bien. Voilà, 30 secondes montre en main. Non, c'est logique de la part du coach. Je comprends pas très bien les choix en revanche du coach norvégien, sauf qu'il a un gros problème de management ou qu'il veut vraiment faire comme l'école des fans. Hein, tout le monde a une note, mais il fait pas un cadeau vraiment le sélectionneur norvégien à sa compo là. Parce 10 que changements. 10 l'équipe changements de France, dans elle l'équipe est norvégienne. au-dessus Ouais. en théorie. Et là, je vois pas comment les Français, à part s'ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, ils peuvent laisser passer ce match. 10 changements, c'est énorme. S'ils avaient joué contre l'Irak, voire même le Sénégal, mais j'aurais pu comprendre. Mais là, face à la France, il leur fait pas un cadeau. Pierre. Moi, je trouve Ouais. que, franchement, pour répondre à votre question, Emmanuel, avoir, à partir du 3e match, une équipe à 17, ça veut dire que on a vraiment une équipe de titans, comme disait Eric. Ah, il faut pas Parce prendre que- ce que dit Eric pour argent comptant. C'est une erreur, Pierre. si, mais je le rejoins parce que ça veut dire qu'on a cette matière humaine et sportive qui fait qu'on peut se permettre ces 4 changements sans que ça change vraiment la manière de la Terre de tourner, franchement. Et sur les 4 entrants, Pierre, Maxence Lacroix, Théo Hernandez, Aurélien Tchouameni, Désiré Doué, est-ce qu'il y en a un pour vous qui a peut-être une carte à jouer pour être plus que super sub et devenir un titulaire indéboulonnable dans ce 11 de l'équipe de France? Doué peut-être, mais en même temps, on a vu ce qu'a fait Barcola, donc ils vont continuer, Didier et Guy, à jouer là-dessus en fonction des moments de match. Mais non, moi j'aimerais bien que Zahir Emery puisse rentrer en latéral droit, comme il l'a fait si bien cette saison pour Avec le son PSG. club. J'aimerais bien voir ça aujourd'hui notamment. Oui, mais Deschamps n'aime pas trop les joueurs polyvalents. C'est généralement quand c'est le problème, c'est qu'il est monstrueux au milieu et latéral droit. Deschamps, il préfère avoir un gars qui est bon sur un poste et qui fait bien le boulot. C'est quand même ballot pour Pavard qui a été titulaire et qui a été latéral droit avec un central, et Koundé qui est un défenseur central qui joue à droite aussi. Donc Deschamps qui aime pas les joueurs polyvalents, je sais pas. Mais non, mais Deschamps Kanto, qui fait pas toujours les bons choix, ça par contre j'ai un peu Kanto, plus de réponses. ce que fait Deschamps, c'est qu'il estime qu'un joueur est un poste, il bouge plus. Quand il a dit que Pavard était central alors qu'il voulait jouer à droite, il a toujours mis central. Et quand Koundé a commencé à jouer à droite au Barça, il a joué à droite. Donc c'est-à-dire qu'il les j'allais écrire un terme. Il n'en fait plus des joueurs polyvalents. Il leur dit tu te fixes à ça ou sinon tu joues pas. Moi, Pour je l'instant, suis Zahir, il est ouvert pas à la fixé. polyvalence, ça me pose pas de problème. Puisque tu me parles de polyvalence, pareil, je peux te donner d'autres exemples. Rabiot ou Blaise Matuidi qui ont joué ailier gauche pendant les dernières compétitions internationales, ça aussi c'est de la polyvalence. Quand t'es numéro 6 et que tu te retrouves à jouer ailier gauche, enfin quasiment ailier gauche, c'est aussi qu'il demande une certaine polyvalence. Je suis d'accord avec Anto. Je sais pas d'où tu le tiens qu'il aime pas la polyvalence, mais Non, bon, mais- pourquoi pas. Mais tu me sors l'exemple de Matuidi. Matuidi, au final, il était réduit au rôle de 3e milieu. Sur le papier, il était milieu gauche, il jouait 3e milieu. Un milieu très très haut quand même sur le terrain. C'était pas simplement un récupérateur ni un relayeur. C'était un milieu qui, certes, dans les phases défensives et offensives, occupait pas le même rôle, mais c'était un milieu qui était quand même très très haut sur le terrain. Et c'est pour ça que derrière, quand Blaise Matuidi a arrêté, il avait mis Adrien Rabiot. Et c'est aussi pour ça notamment qu'il a énormément apprécié le profil de Moussa Sissoko, parce que Sissoko avait ce profil qui était très bon défensif, mais qui pouvait avoir aussi un apport offensif. Et c'est pour ça qu'il le mettait haut sur le terrain, parce que le dicton préféré de Didier Deschamps, c'est la première défense, c'est l'attaque. Ouais, mais il a un peu changé quand même. Eric Blanc. Moi, c'est sa dernière Coupe du Monde et il a évolué. Il a changé, ou il a été forcé à ont changer? Ouais, les joueurs sont arrivés. Olysée, il est arrivé comme une bombe et il éclabousse de sa classe. Bon, Dembélé, il y a le souci de son positionnement. Va-t-il retrouver à droite? Parce que maintenant, il va repartir à droite, pour l'instant. Ouais. Sauf si un jour, des potes me disent, moi, j'y crois pas. Bon, j'ai fait un pari. Des potes que je t'inviterai pas sur ce pari. C'est qu'il y en a qui me disent, c'est le 4-3-3 qui va arriver. Ça veut dire que quand ça va devenir costaud, sérieux en 8e, les fameux 4, il y en a un qui va sauter. Donc, On ils sait me qui disent c'est. Olysée, Dembélé et Voldemort. Dembélé, Olysée, même Voilà. Mbappé, ça bouge pas. Non, les t'as trois parié- devant. Oui. Mais oui, mais t'aurais un Dembélé qui serait T'as parié à quoi, gauche. Eric? Comment? T'as parié quoi du coup? Que ça saute pas ou que ça va j'ai sauter le dit il ne système? jouera jamais avec les 3 Golgoth où il avait l'habitude de jouer. Ah, mais je Ça rejoins veut ton dire pari. Koné, Je rejoins ton pari. C'est Rabiot, Là-dessus, il est têtu, il va, le Basque, hein. il va laisser Il va les laisser 4 le système. parce que
parce qu'il y a tellement de talent et notre salut quand même ça va passer par marquer des buts et par l'attaque. Mais puisque mettez-vous à la la place des banquette arrière sélectionneurs est trop adverses sur les côtés. Mettez-vous à la place des sélectionneurs adverses. C'est les nervous breakdown chez les tontons. Pourquoi pas un jour, si jamais on est mené, je vois bien les 5 jouer, ça veut dire Cherki qui sort du banc. Là, c'est la cour d'école. Là non. Si on est mené, mais si on est mené. T'es mené en quart finale de 1, il reste 20 minutes. T'as un équilibre. Je trouve que, alors vraiment, les 5 dernières minutes. Pierre Lescure, est-ce qu'il y a eu une mue chez Didier Deschamps? Est-ce que cette Coupe du Monde, c'est pour la dernière de Deschamps, c'est un nouveau Deschamps? Une mue, non, mais il a intégré un certain nombre de choses qui se sont passées dans le football et qu'on a vu. Je pense qu'il a regardé beaucoup aussi le PSG et la manière de fonctionner entre la défense et le milieu, et qu'il il évolue parce qu'il est intelligent et il est toujours resté curieux. Il a des principes, mais il a vu aussi la réalité des choses et des évolutions. Alors on l'a dit, 4 changements. Il y en a un 5e qui aurait dû avoir lieu, c'est Malo Gusto qui a remplacé Koundé. Koundé, finalement titulaire. Qu'est-ce que ça raconte? Il est intouchable, Koundé? Il a gagné Koh-Lanta, je pense qu'il a un totem d'immunité. Il a gagné le poteau. Ouais, parce qu'avec les prestations qu'il fait, je comprends pas que ce soit un titulaire indiscutable encore en équipe de France. Koundé, comme je dis toujours, pour moi, Koundé, si on le cantonne à un rôle strictement défensif et qu'il n'a pas le droit de franchir la ligne médiane, c'est un des meilleurs latérales, je pense. Et c'est ce que lui demande Deschamps. Latéraux. Et c'est ce que lui demande Deschamps. Le problème étant que parfois, Deschamps demande aussi d'avoir du dépassement de fonction et de venir dédoubler sur le flanc droit. Mais le problème, c'est que Jules Koundé a un rapport avec le ballon qui est quand même assez particulier pour un joueur de foot professionnel. Et Jules Koundé n'est pas le plus à l'aise techniquement en termes de contrôle, de conduite de balle et de vision de jeu. Et pour moi, Koundé fait partie de ceux qui brillent l'équipe de France en jouant systématiquement de manière horizontale ou vers l'arrière, et c'est pour ça que moi, Koundé, si on le force à être défensif, je valide à 200%. Par contre, un Koundé qui a trop de liberté et qui monte trop sur le terrain, pour moi c'est déconseillé, et là je pars à fond sur Malo Gusto. Non, vous écoutez les tontons du mondial sur Sud Radio. Éric Boulan, ton avis? Non, mais Koundé, il a fait une petite saison avec le Barça, j'ai vu tous les matchs, que ce soit la Coupe, l'UEFA, tout ce que tu veux. C'est pas un arrière latéral. Il a un problème dès qu'il est collé à la ligne. C'est un central. Au FC Séville, il jouait à 3. Il a eu sa grande période. Il est arrivé à Barcelone. Mais pour moi, latéral, ça va pas. Bon, là, en plus Dembélé, il est sur le circuit. Dembélé, il a qui d'habitude dans le rétroviseur, même devant? Hakimi. C'est plus la même limonade. Donc l'autre, il va jamais dans le corner déborder. Il fait des passes, comme tu dis, latérales en retrait. Il rentre à l'intérieur quand même du jeu. Je suis d'accord avec toi, mais c'est trop peu. Donc ça veut dire Dembélé, il est tout seul de son côté. Tu vois, et c'est plus la même. Quand on va jouer en 8e, quart, demi des équipes structurées, Dembélé, même un attaquant à droite ou à gauche, il a besoin de son latéral. Mais est-ce que pour faire venir un joueur, avoir une possibilité. Vous êtes très dur avec Koundé. Est-ce que ce qui ne sauve pas finalement? T'as pas vu les matchs de Barcelone? Voilà. Non, mais je te dis, t'as le droit. Tu peux pas voir latéral. Non, mais tu peux pas voir tous les matchs. Moi, je les vois pas. C'est une question de point de vue. Ton abonnement je vous trouve tous les deux t'es dur quoi avec Koundé. Il a pas non plus les deux pieds dans la boîte à chaussures. Il est titulaire. Non, mais il a latéral à Barcelone. Il y en a au moins 1,5 dans la boîte aux chaussures s'il a pas les deux. Non, je trouve pas. Non, moi, je te dis, il prend pas de risque, il a peur, il est fébrile, il est en manque de confiance. C'est une réalité, j'ai vu tous les matchs. Mais c'est pas Alves. Bon, toi, tu veux un mec qui dépasse pas les 50, j'ai compris. Non, mais lui, non, je le vois, il fait des courses même intérieures, un peu comme le font les latéraux du PSG. Ça, c'est une consigne, c'est pas lui qui décide tout seul. Je trouve que vous êtes sévère, quoi. Après, il est pas non plus dingue. Moi, j'aurais bien aimé voir Zaïre Emery ou Gusto sur ce match. Franchement, Gusto, c'est dommage. Ouais, moi je vous aimez bien Malo Gusto, Pierre Lescure. Puis on a envie de le voir sur ce match. Là, on peut se le permettre, vraiment. Moi, je vous pose la question, s'il remet Koundé, 3e match, c'est-à-dire qu'il n'a pas confiance aux deux autres qu'il a emmenés. Mais non, mais surtout. Alors, il y en a un qui est peut-être blessé, que Gusto, il avait mal un peu. Bon, a priori, j'ai pas de nouvelles de ses entraînements, mais Zaïre, non, il a pris comme milieu. Tu te rends compte, il a une possibilité là de le faire jouer, il le fait pas jouer. Donc, je suis désolé. Eric, et il se passe un truc. Est-ce que finalement la plus grande qualité de Koundé, c'est pas d'avoir Théo Hernandez à gauche? Parce que Théo Hernandez va beaucoup sur l'offensive et Deschamps a besoin d'un latéral droit qui se rapproche des deux centraux, qui finalement a avant tout des qualités défensives. Donc c'est un peu insolent ma question. Mais est-ce que sa plus grande qualité, c'est pas Théo Hernandez? Tous les grands clubs font ça. Quand Théo il monte, Tchouaméni redescend. Alors, quand il joue à côté des deux stoppeurs libéraux, et donc, un milieu de terrain, Busquets le disait, dès qu'Alves montait, ou à la grande époque, Jordi Alba, lui, il redescend pour couvrir à gauche ou à droite. Bon, lui, Koundé, il a pas envie de s'aventurer. Il n'a pas envie de s'aventurer réellement offensivement. Il y a un joueur qui est absent de cette rotation qu'on a à peine cité tout à l'heure, c'est Ryan Cherki.
Est-ce que Cherki c'est fini, comme disait la magnifique chanson Pierre Lescure, est-ce que pour vous le train est passé pour Cherki dans cette Coupe du Monde? J'ai du mal à imaginer que ce talent-là ait vu le train passer. D'abord, c'est le 3e match. Je suis étonné qu'on ne le fasse pas débuter aujourd'hui. Oui, mais où, à la place de qui? Dans les buts. Non, mais après, moi, je suis pour les 5 attaquants, parce que je vais te citer une équipe. Mais pas à la place. City, il joue avec Doku, Haaland, Semedo. Deux fois, Guardiola fait jouer Silva, qui joue bas, et avec Cherki. Mais il les a tous les jours à l'entraînement pour les circuits de passe. Et il faut avoir envie d'avoir ce type de milieu. Lui, Deschamps, il s'appuie sur les 2 tours infernales au milieu, où les mecs costauds qui ont du volume de course, qui arrêtent les vagues, les attaques, qui protègent sa défense, même si tout le monde doit défendre sur les côtés, revenir, etc. Mais il veut pas de ça, parce que c'est pas sa culture. Les Espagnols prendraient le risque. Moi, le dernier match, Olmo Pedri. Ah oui. Au milieu, il y en a qu'un qui est devant la défense, Rodri. Mais c'est un autre jeu, c'est une autre façon de penser le football. C'est pas celle de Deschamps. Il a la sienne, qu'il aille jusqu'au bout de ses idées. Surtout qu'il a quand même évolué, parce qu'aujourd'hui, il nous a fait jouer quand même en 2018, même si c'est un jeune joueur. Dembélé, un match devant l'Australie, ça s'est gaufré. Au revoir. Et quand il a joué en 2022, Dembélé, il a fait que défendre. Et il a tellement défendu qu'il a fait le penalty Di Maria et à la mi-temps en chaussettes claquettes dans les tribunes. Quant à ton avis sur Ryan Cherki, est-ce que pour toi c'est trop tard pour lui? Est-ce qu'il doit oublier une place de titulaire en Coupe du Monde? Alors en équipe de France c'est trop tard, non, mais sous Deschamps je pense que oui, c'est terminé, pour la simple et bonne raison que Deschamps a ses idées. On sait que Deschamps n'était déjà pas fan du profil de Ryan Cherki, qui est un magicien. Moi je suis complètement fan de Ryan Cherki, je regarde Manchester City tous les week-ends juste pour lui, et notamment pour lui, donc fan de lui. Mais le problème avec Deschamps, c'est qu'il souhaite avoir des joueurs qui fassent des efforts et qui ont une assise défensive. Le problème étant que Ryan Cherki, c'est un créateur, mais un créateur qui peut perdre des ballons. Et lorsque Deschamps est parvenu à intégrer petit à petit Ryan Cherki au sein de cette équipe de France-là, que Ryan Cherki a eu du temps de jeu, notamment pendant les matchs de préparation, il y a eu un ballon perdu de Ryan Cherki, avec pas de retour défensif derrière, but de l'équipe adverse. Là, sur le premier match du mondial, il y a eu un ballon perdu, pas de retour derrière de Ryan Cherki, et ça a amené sur une grosse occasion. Le problème étant que Deschamps, qui lui prône la solidité défensive de son équipe, avec malgré tout un quatuor offensif, avec malgré tout des carences de Michael Olise, de Kylian Mbappé qui défendent peu, si en plus, dans son esprit, il vient rajouter un 3e homme qui lui se permet de perdre des ballons, d'être nonchalant sur le terrain et de ne pas faire de retour défensif, qui peut te perdre un ballon, qui peut créer une occasion de but à tout moment, et ben comment ce mec-là, à un partout contre l'Espagne, admettons, tu peux le faire rentrer s'il peut te coûter un but? Moi je suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas c'est comme ça que Didier Deschamps le perçoit. Il faut pas le voir individuellement, et moi je vous rejoins, il faut pas le voir individuellement. Collectivement donc, Ryan Cherki, quand tu le vois jouer au football en sélection, et alors l'entrée qu'il fait contre l'Irak, franchement, je la trouve pas loin d'être médiocre. Moi, il me fait penser, et j'ai beaucoup de respect pour cette discipline, j'ai fait plein de compétitions avec l'UEFA en futsal, mais il me fait penser à un joueur qui a des réflexes de futsal. Et c'est pas du tout approprié. Est-ce qu'on attend de son potentiel en foot et en équipe de France avec ce quatuor-là? Il a croque trop, il a mange trop, il accélère pas le jeu comme il devrait l'accélérer avec l'animation qu'il a autour de lui. Donc, je trouve qu'il est un peu asynchrone, moi. Voilà. Ce qui m'ennuie. Donc on ne le reverra pas. Voilà, c'est fin de la discussion, on va appeler Ryan, on va lui dire tu joueras plus. Pierre, vous êtes un amoureux des Bleus, et je crois que vous aviez une petite habitude, c'est de regarder les matchs des Bleus avec un certain Jean-Pierre Bacry. Comme vous l'imaginez, on est croustillant de ce petit rendez-vous que vous deviez avoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces matchs des Bleus avec Jean-Pierre Bacry? On regardait tous les matchs avec Jean-Pierre, donc on se voyait au moins 2 fois par semaine. Mais Jean-Pierre avait cette connaissance que vous aimez tous, c'est-à-dire il aimait suivre l'évolution à la fois de la carrière d'un joueur, mais son évolution tactique et technique. Et il concluait tout le temps ses commentaires en me regardant et en me disant on ne connaîtra pas, on sera trop vieux et on mourra avant le jubilé de Mbappé, parce qu'on le suivait depuis Monaco. Mais il avait un vrai sens technique, tactique, et c'était un vrai amoureux de football. Ça se passait plutôt chez Jean-Pierre Bacry, chez vous aviez un rituel? Non, chez lui. Chez lui, parce que moi, on habitait de part et d'autre du Luxembourg, et donc je traversais le parc en faisant semblant de courir et je le rejoignais. C'est pas le pays, parce que le trajet serait plus long à pied si on devait traverser Luxembourg à pied. C'est évidemment J'avais une question pour Pierre Lescure, rapidement. Quel est votre plus beau, plus grand souvenir, équipe de France ou autre, de Coupe du Monde, Pierre? Je vais vous faire une réponse un peu bêta, mais c'est un souvenir d'enfant. C'est-à-dire quand j'ai 13 ans,
c'est 58. Et tu suis l'équipe de France. J'étais fou du Stade de Reims, donc tu suis le football collectif, cette façon de jouer à 11 dingue, et puis la triplette Copa Piantoni Fontaine. Et dès le début de la demi-finale, t'es devant ton poste avec 600 lignes à l'époque, hein, tu vois pas très clair quand même. 600 lignes. Et t'es en noir et blanc. Et les Brésiliens marquent très vite. Et puis c'est Vava, c'est Didi, c'est évidemment Pelé, etc. Et d'un seul coup, quelques minutes plus tard, par un jeu collectif de dingue, parce que le deuxième but français sera marqué presque seul par Piantoni, mais le deuxième, c'est un vrai jeu collectif. Tu dis, putain, ça veut dire que quand on joue à ce point à 11, on peut même égaliser les Brésiliens. Et pour un gamin, tu te dis, c'est comme ça que j'aime le foot. Et après, ça va aller à 10 contre 11, hein, puisqu'il n'y a pas de remplacement. Et Piantoni, Jonquet se casse le tibia. Il doit rester sur le terrain. La jambe, et va rester sur le terrain, puisqu'on ne pouvait pas avoir de remplaçant. Voilà, c'est ça les tontons du mondial. Des anecdotes foot comme on les aime, intemporelles, qu'on aime se raconter, qu'on aime entendre. Moi, je ne remonterai pas jusqu'à 58, si je te raconte des anecdotes. Par contre, ça commence en 98 peut-être pour toi, non? 94, mais... À peu près, ok, c'est ça. T'as des souvenirs dès ta naissance, toi, c'est pas mal ça. Ah oui, moi j'ai été très, très précoce là-dedans. Justement, Kanto, dans un instant, tu vas tirer ton penalty et c'est un coup de gueule que t'as contre les meilleurs troisièmes. T'es pas content, ça se voit dans ton regard et tu vas nous dire pourquoi. À tout de suite dans les tontons du mondial sur Sud Radio. 20h-21h, les tontons du mondial. Emmanuel Galasso. Dernière ligne droite des tontons du mondial. Les tontons sont évidemment toujours là autour de moi. Éric Blanc, François Manardo, Kanto et Pierre Lescure, notre invité du soir. Et Kanto va tout de suite s'élancer. C'est le moment de la mettre au fond. Les tontons du mondial, le penalty. Je savais que ça plairait à François Manardo. Voilà, c'est un homme très imagé. C'est mon sang italien. Alors Kanto, c'est un coup de gueule contre le principe même des troisièmes qui se qualifient pour les 16e de finale. Est-ce qu'il faut pour toi repenser le système ou est-ce que c'est carrément une machine arrière vers laquelle il faut aller? C'est ça en fait, je suis un peu gêné par cette troisième place et là on est en plein dedans avec cette troisième journée. Bon, j'ai conscience évidemment que la Coupe du Monde ne doit pas être élitiste et que tout le monde doit pouvoir y participer. Je suis plutôt d'ailleurs favorable à cet avis-là. Voilà, les arguments de vente, c'est évidemment que la Coupe du Monde avec plus d'équipes, c'est un vecteur social, les gens se rassemblent, c'est un bonheur pour les populations des pays qui y participent. Bon, derrière la réalité, c'est qu'évidemment, c'est plus des enjeux politiques et financiers. Alors on va pas faire de cours d'économie, mais quelque chose d'assez basique, plus d'équipes, plus de matchs, plus de revenus en droit télé et plus de sponsors. Donc naturellement, c'est plus d'argent. Mais moi, ce qui va me gêner en fait dans tout ça, c'est que on vient qualifier les meilleurs troisièmes dans cette compétition à 48, parce que par définition, on n'est pas 32, on n'est pas 64. Donc il faut arriver quand même à avoir 32 joueurs. Et en fait, je perds un peu l'esprit de compétition. Je me retrouve avec à cette troisième journée du calcul. Et j'ai le sentiment que beaucoup de pays sont là en train de se dire bon, écoute, on a 3 matchs à jouer, on a 2 concurrents directs et on a un petit poussé. Nous, notre mission, c'est juste d'arriver à frapper le petit poussé. On le tabasse comme il faut, on lui met 3 ou 4 buts et quoi qu'il arrive, on sera qualifié. Et puis après, peu importe les résultats contre les autres nations. Donc moi, je suis un petit peu gêné. D'autant plus que derrière, on a beaucoup d'équipes qui peuvent avoir une sorte de gentleman agreement lors du dernier match, un match nul qui arrange un petit peu tout le monde. Bon, nous, on n'attaque pas trop. On l'a vu hier, notamment Japon-Suède, où à la 60e, il y avait un partout. Les Japonais ont arrêté d'attaquer. Les Suédois, ils sont allés quand même un petit peu tranquilles. Donc, j'ai le sentiment que tout le monde profite un petit peu aussi de ce système-là. Et je jette pas la pierre à ces équipes-là, mais voilà, malgré tout, j'aimerais avoir un petit peu plus de compétition. Bon, là, on a 32 équipes sur 48. Le problème, c'est que si on venait à qualifier seulement 16 équipes, on aurait les 2/3 de la compétition et des équipes qui sauteraient d'entrée. Donc, ça serait un petit peu un problème. François Manardo, est-ce que il a mis au fond, mais alors il a mis au fond, comme il faut. Non, mais c'est n'importe quoi. Les 8 meilleurs troisièmes dans une compétition, ça ne devrait pas exister. Michel Platini a changé le format de l'Euro en 2016 en passant à 24. C'est quasiment 50% des fédérations sur la zone UEFA. Là, je l'avais dit avant-hier, avec 48 équipes, on est presque à 25% des 211 fédérations. Ça dilue complètement. C'est un tournoi de foot. Si vous voulez faire la Coupe du Monde de la COP 21, de l'ONU, passer à 48, à 64, ce que vous voulez, ça reste un tournoi de foot, qui est des belles histoires, qui est le prize money qui marche. Mais le prize money, Eric, si t'es à 32, il est encore plus important pour les petites équipes que si t'es à 48, c'est mathématique. Eric, tu es ciblé là. À 32, les petites équipes sont pas là. J'ai découvert des pays. Moi, je suis pour le ruissellement, mais le vrai. Alors c'est vrai que c'est une question de fric. Les États-Unis, la FIFA reverse pour les 48, pas les 32, 895 millions de dollars.
la dernière Coupe du Monde, c'était 445. J'ai lu un truc d'économie là-dessus. Et le presse-monnaie, c'est 9 millions pour tout le monde, les plus petits, et 1,5 million pour leurs déplacements, leurs frais logistiques, etc. Mais ces pays, ils vont s'en servir, je l'espère. Après, si malheureusement les structures détournent l'argent, moi j'y peux rien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a souvent critiqué l'article. En tout cas, ils touchent 9 millions, ils rencontrent des stars, ils échangent des maillots, ils prennent des selfies. Donc ça peut vous faire marrer, dire c'est bidon, c'est tocard, mais c'est un moment unique. Les supporters, ce que je vois dans les tribunes, c'est émouvant. Je vois des enfants, des familles, des gens qu'on n'aurait jamais vus. J'ai enfin mis le Cap-Vert géographiquement. Je crois que je suis pas trop mal, mais je savais pas réellement où c'était. Ouais. Donc moi je dis qu'il y a des côtés quand même positifs et ça permet aussi aux riches de partager un peu et d'avoir un peu plus d'émotion. Après c'est pas peut-être le meilleur format, mais moi il me dérange pas. Il me dérange pas. C'est entendu. Éric Blanc, tonton Robin des Bois ce soir. Pierre Lescure en juge de paix sur cette discussion. Pas juge de paix, mais en tout cas, mon point de vue, je rejoins totalement Canto. Le foot est le sport le plus universel parce que c'est un continuum, parce qu'il y a des données intangibles, même si on met juste deux t-shirts et qu'on fait les buts, ça reste intangible. Tout le monde sait jouer le foot, y compris les hors-jeux. Là, dans la tragédie, dans l'écriture de la tragédie joyeuse d'une Coupe du Monde, les troisièmes, c'est pas bien. Alors, 48, je vois bien les bienfaits, Eric, mais ça me gêne énormément, ces troisièmes, et ta comparaison avec on tape sur le petit pousset, et puis nous on passera, on l'a vu. Donc c'est pas bien. Canto, tu vas bien dormir ce soir. T'es validé par Pierre Lescure dans ton analyse des meilleurs troisièmes. Merci à tous les tontons présents ce soir. Je le rappelle, Éric Blanc, François Manardo, Canto, et à notre invité Pierre Lescure de nous avoir fait la joie de nous accompagner. Merci Pierre. C'était même l'anecdote. Je retiens vraiment l'anecdote sur Jean-Pierre Bacry. C'est croustillant. C'est une exclusivité Sud Radio. Voilà qu'on vous a proposé ce soir. Tout de suite, Jacques Pessis reçoit l'actrice Lali d'Hélène et les garçons. Nous, on se retrouve dès lundi avec le retour de Joseph Ruiz aux commandes et à l'animation. Bonne soirée à tous et évidemment. Allez les Bleus. Allez les Bleus. 20h, 21h, les tontons du mondial.